On m'a demandé de présenter, comme d'habitude au lance-pierre, deux sujets connexes. Donc deux sujets connexes, une description de la flore du pays, et ensuite quelques connotations sur les pierres étrangères. Alors, quand on demande à un géologue de parler de géologie, évidemment, vraiment, il nous montre des choses qui sont un peu compliquées, parfois pas compliquées, mais un peu hermétiques. Donc, une carte géologique très générale de l'Europe, juste pour vous montrer que nous occupons une position centrale, et qu'en termes de géologie, nous avons une position un peu intermédiaire entre une espèce de vaste Europe du Nord, dont notamment cette grande plaine qui est couverte de sédiments très récents, et des choses plus anciennes. Et donc, en Belgique, on a en fait une répartition de types de roches qui est très ciblée géographiquement. En fait, la plupart de ces roches sont de type sédimentaire, donc ce sont des choses qui sont déposées autrefois, la plupart du temps au fond de la mer, et on a l'habitude de faire des cartes en fonction de la chronologie de ces dépôts. Donc vous le devinez à peine, et en fait, plus les couleurs sont claires, plus les roches sont jaunes. Et vous voyez qu'on a en fait deux mondes assez contrastés, une espèce de grande tache sombre, qui correspond grosso modo à la Wallonie. Donc, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que un calcaire, c'est calcite, c'est un minéral particulier. Les calcaires du socle ancien sont des calcaires très compacts et des calcaires qu'on appelle en général pierre bleue. C'est une nomenclature qui est très ancienne, qui remonte un peu moins au Moyen-Âge et qui joue sur la dualité pierre bleue, pierre blanche. Quand vous allez dans la région de Belgique centrale, par exemple à Bruxelles, vous verrez que les bâtiments sont composés de pierres qui sont plutôt grises et d'autres qui sont plutôt beiges. Le transport se faisait essentiellement par voie d'eau, et donc les gisements proches des fleuves étaient très favorisés. Alors, nous avons évidemment deux très grands fleuves qui traversent notre pays. C'est l'Escaut qui va bénéficier quelque part, et c'est la Meuse. Et donc, historiquement, on a vu se développer deux bassins carriers très importants autour de Tournai, directement reliés à l'Escaut et par l'Escaut directement reliés à la mer. Et ce qu'on appellera en fait un bassin de Meuse, qui est, le cercle est un peu, enfin l'ovale est un peu trop grand, qui est en fait réparti entre Namur et un peu avant Liège, et qui lui, par la Meuse, va pouvoir alimenter vers l'amont la France et surtout vers l'aval la Hollande et éventuellement la mer. Ce sont deux bassins très anciens, avec des produits très spécifiques, qui ont connu une très large expansion. Par exemple, Tournai a fourni des pierres tombales et des fonds baptismaux qu'on trouve du nord de la Norvège jusqu'au sud du Portugal. La Meuse n'est pas en reste, et on a des exemples d'exportation de Meuse jusque dans la Baltique, ou beaucoup plus exotiques, jusqu'en Afrique, voire dans des colonies éventuellement asiatiques. Ça au XVIe, XVIIe siècle, très tôt. Par ailleurs, on a un petit bassin qui est en fait autour de Aachen, Aix-la-Chapelle, qui est ce qu'on appelle en général en allemand l'Aachener Blaustein, qui reprend en fait différents types de pierres bleues qu'on verra dans un instant. Et on a surtout, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, une matière qu'on appelle pierre bleue petit granit, qui est exploitée historiquement dans un grand bassin aiguillé, dans un deuxième bassin qui est Condro oriental et Ourthe-en-Blève. Et on parle souvent de deux bassins qui étaient Boc et Molinier. La Molinier n'a plus d'activité dans ce genre de créneau depuis une vingtaine d'années au moins, et il reste quelques exploitations dans le Boc. Donc voilà ce que les géologues peuvent produire comme carte très détaillée de ces gisements de pierre bleue, donc depuis Tournai à l'ouest jusqu'à Aachen à l'est. C'est juste des choses géologiques très hermétiques pour vous montrer qu'on va très loin dans l'étude de ces choses-là. Les calcaires de Meuse sont représentés aujourd'hui essentiellement par deux variétés qui sont Vinalmont et Lompré. Ils ont comme caractéristique de prendre une patine claire à l'extérieur et de montrer une couleur un peu nuancée de beige en finition de marbrerie. Par ailleurs, à Tournai, il y a encore un peu de production aussi de différents types de roches, certaines étant plus destinées à la marbrerie, d'autres à la taille. Et donc ce qui nous intéresse ici, c'est cette variété qu'on appelle petit granit, depuis fort longtemps. Elle est caractérisée par
une texture, par un aspect très caractéristique, avec de nombreux fossiles que je vous montrerai dans un instant. Et il existe en fait une variante légèrement différente, qui est ce qu'on appelle petit granit du Bock, qui s'en distingue parce que les fossiles sont plus dispersés, sont plus hétérogènes en quelque sorte. Le fond est en général plus sombre, je ne sais pas si vous le percevez avec la lumière, donc la pâte qui entoure les fossiles est un peu plus foncée ici. Et il y a certains grands fossiles caractéristiques qui sont très typiques de ce Bock, qui est très minoritaire par rapport à l'autre en termes d'exploitation. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle petit granit? Parce qu'en fait il a une texture grenue et qu'il a une cassure qui est scintillante et qui est très irrégulière. Et donc cette appellation de petit granit remonte à tout le moins au XVIIIe, voire peut-être avant, et on trouve des notions assez amusantes, comme par exemple le granit de Flandre, qui était utilisé à Paris au XVIIIe siècle. Donc granit, le vrai granit est une roche qui n'a absolument rien à voir avec ceci, c'est une roche magmatique qui est absente de notre sous-sol en Belgique, et c'est purement une question d'aspect qui a donné cette dénomination. Donc j'en reviens à ces bassins, donc grand bassin ennuyé, bassin plus complexe dans l'Ourtemblève et le Condro, et ce bassin du Bock, avec le souvenir de la Molinier. Il existe encore des gisements potentiels, donc peut-être qu'à l'avenir, certains gisements de la Molinier seront remis en activité. En termes de stratigraphie, ça a été étudié très très en détail, et donc on est dans un étage qu'on appelle le tournésien, qui est à la base du Carbonifère. Il y a même une nomenclature un peu plus spécifique et plus détaillée qui parle d'Ivorien et d'Astarien. Et donc, on a en fait des niveaux qui, que ce soit dans l'Ourtemblève ou à Soigny, sont de même âge, sensiblement, et qui sont situés quelque part dans le Tournésien supérieur. Le petit granit du Bock, dont je vous ai parlé plusieurs fois, est un peu plus ancien. On est quelque part ici. Et donc, ces niveaux ont été étudiés très très en détail. Alors, il s'agit en fait de ce qu'on appelle les calcaires crinoïdiques. Ça veut dire en fait que ces calcaires sont constitués très majoritairement d'un fossile très spécifique dont vous avez en fait ici des fragments nombreux, une section transversale d'une tige qui est marquée par la flèche rouge et la même tige mais en section longitudinale ici par la flèche bleue. Alors qu'est-ce que c'est que ces crinoïdes? Voilà ce que ça donne quand on regarde en lame mince. La lame mince est un outil très répandu et très classique qu'utilisent les géologues pour voir le détail de la matière. On prend un morceau de roche qu'on colle sur une lame de verre et on l'amincit jusqu'à transparence, jusqu'à translucidité. On est vers 30 microns à peu près d'épaisseur et on peut regarder de très près la roche et voir ce qu'elle renferme. Et à nouveau, les flèches montrent des crinoïdes. Alors voilà une reconstitution du fond de la mer telle qu'elle était à l'époque tournésienne. Donc on avait un fond de mer qui était une mer tropicale, chaude et accueillante pour beaucoup d'organismes, dans laquelle vivaient des poissons un peu spécifiques, des poissons cuirassés, on verra un exemple dans un instant, et surtout en fait un peuplement très abondant de ces crinoïdes. Ça c'est un diorama tel qu'on en fait encore de nos jours, et ça c'est un crinoïde vivant, parce qu'en fait ces bêtes vivent encore dans la nature actuelle et on les retrouve dans certaines conditions de fond marin particulières. Voilà un crinoïde en vie sur le côté, et voilà l'organisation de la chose. Donc c'est en fait une drôle de bête qui a une très longue tige articulée qui est terminée par un calice qui est prolongé par des bras. Vous aurez peut-être du mal à le croire, mais c'est un animal qui est proche à la fois des oursins et des étoiles de mer et qui fonctionne par filtration. En fait, il y a un courant d'eau qui entre par ici, l'animal filtre et rejette l'eau, et donc par ailleurs ce qui est intéressant, c'est qu'il a un squelette qui est très articulé de centaines, voire de milliers de petits morceaux de calcite. Nous avons aussi un squelette articulé, comme vous le savez sans doute, hein. Parfois ça pose des problèmes au niveau de l'articulation d'ailleurs. Mais nous avons un squelette phosphaté. Je ne sais pas si vous savez, vous êtes phosphaté, moi aussi. Hein. Eux, ils sont en fait carbonatés. Chacun ses goûts. Et donc vous allez avoir en fait ces organismes qui vivaient sur les fonds marins. Une fois qu'ils meurent, ils se dispersent en général, parce que c'est en fait de la matière organique qui tient ensemble les petits morceaux. Et donc souvent ce qu'on trouve, c'est des morceaux épars. Il est assez rare de trouver des éléments qui sont encore en connexion. Ce sont des gisements parfois exceptionnels. Ça c'est un fossile très typique d'un gisement allemand qui s'appelle Holzmaden, où on a un sédiment très fin qui a conservé de très nombreux fossiles. Et donc ce sont les tiges qui sont très caractéristiques, avec un petit trou au centre pour faire passer une espèce d'axe nerveux et des surfaces très spéciales articulées. Revoilà à nouveau une tige crinoïde avec les tambours, hein, ce qu'on appelle les columnales en général, et voilà des sections en lame mince, et voilà ici en fait quelques aspects
de crinoïdes spécifiquement de Soigny. Ceux-ci sont tirés en fait d'une publication sur Soigny. Un élément très particulier et amusant, c'est que ces animaux ont une symétrie d'ordre 5. Vous voyez, en fait, c'est assez rare dans la nature. Et soit vous avez un trou central qui est à 5 lobes, soit vous avez parfois une espèce de forme profilée en étoile à 5 branches. Ça a été étudié très en détail, et il y a notamment un article très intéressant qui est paru tout récemment, l'an dernier, dont je vous donnerai la référence après, qui a fait une comparaison vraiment très très détaillée, banc par banc et à l'intérieur du banc, entre les gisements sonégiens au sens large et les gisements liégeois au sens large. Et donc, juste pour vous montrer, ça ce sont des statistiques sur les dimensions des crinoïdes dans les carrières de Soigny, en l'occurrence celle-ci, celle qui est à côté, et dans une des carrières de l'Ourthe-en-Blève. Il y a aussi toute une foule d'autres fossiles, dont les coraux sont certainement les éléments les plus représentatifs, et on a des coraux qui forment des espèces de petites cellules, voilà ici une vue dégagée, ce qu'on appelle des Michelinea, ou qui forment des espèces de tubes, voilà une vue dégagée, ce qu'on appelle les Syringopora. Les paléontologues parlent latin, c'est une science un peu poussiéreuse parfois. Des morceaux de poisson, pas très fréquents mais parfois spectaculaires, des coquilles, et alors un fossile qui tient au cœur des sonégiens, qui est en fait une éponge, qui forme une espèce de grande étoile et qui est souvent transformée dans un autre minéral que la calcite. Souvent c'est de la fluorite, qui est parfois violette, et qui porte le nom paléontologique très amusant d'Asteractinella expansa, et qui est appelé par les carriers, par les ouvriers, pas de loup. Et donc ça c'est l'étude dont je vous parlais, qui est très récente, 2018, qui concerne la paléoécologie de ces calcaires crinoïdiques. Et vous voyez qu'on a détaillé de façon extrêmement précise, banc par banc, la variabilité de texture, de structure, d'abondance de fossiles. Tout ça pour vous dire qu'en fait, ces gisements sont extrêmement bien connus. Alors un bref survol des carrières, Soigny évidemment. Et à Soigny, deux entreprises qui exploitent plusieurs gisements. La grande carrière du Hainaut avec le chemin de fer qui vous donne la localisation par rapport à Soigny. La carrière du Clipot que vous verrez tout à l'heure pour ceux qui la visitent cet après-midi, à Verneville. La carrière Gauthier-Winx, à côté de laquelle nous sommes. La flèche vous indique la position de la Grande Syrie. Ce sont des photos assez anciennes avant les travaux. Et avant notamment les travaux, parce que vous savez sans doute, ou on vous en parlera tout à l'heure, que les bâtiments ici ont été démolis pour exploiter le gisement sur la continuité en fait, de ce qui avait déjà été extrait. Et la plus jeune, ce qui est aussi sans doute la plus jeune des carrières de Belgique, voire une des plus jeunes d'Europe, qui est le Tellier des Prés, à mi-distance entre Soigny et Causines et Braine. Et dans l'Ourthe, en fait, Ourthe-en-Blève, on a des dispositions qui sont très différentes. Les gisements sonégiens sont presque à plat. Vous verrez tout à l'heure, il y a une pente d'une quinzaine de degrés à peu près, à la grosse louche. Tandis que dans l'Ourthe-en-Blève, on a des dispositions qui sont très différentes, notamment ici à la Préale, une paroi qui est très redressée à quasiment 60 degrés. À Chanx, on n'est pas loin de la Préale est là-bas quelque part. On a une disposition dans l'autre sens, mais également très redressée. Et les gisements classiques, les gisements historiques de Sprimont montrent aussi cette disposition tectonisée. Donc, même si la matière est quasi exactement la même, le contexte, notamment le contexte tectonique, peut être différent et peut induire, et il induit certainement, des changements dans la façon d'exploiter. Parmi les réalisations, simplement vous montrer qu'on peut faire des gares, je pense que vous la connaissez. Mais on peut faire aussi des tas d'autres choses, juste des bornes, pour vous montrer les bornes de la place Royale, très classiques, et un beau vase fontaine qui malheureusement n'est pas souvent en eau, qui s'appelle Magritte, parce qu'en fait il a été tracé sur le profil de l'artiste, par un artiste italien qui s'appelle Patella. Alors quelques mots au niveau de la prescription. À l'époque de Louis XIV, où on avait des cahiers de charges plus lapidaires, on disait qu'il faut que la pierre soit belle et bonne. Belle et bonne, c'est pour que ce soit assonant, c'est plus joli que bonne et belle, mais il faut d'abord qu'elle soit bonne, c'est-à-dire qu'elle soit de qualité technique, qui soit tout à fait pertinente par rapport à l'utilisation qu'on veut en faire, et ensuite qu'elle soit belle. C'est un argument qu'on oublie souvent. Si on utilise de la pierre naturelle dans un projet, c'est non seulement pour ses performances techniques, mais c'est aussi pour ses caractères esthétiques. Et donc, par exemple, pour vous montrer une variation de texture, voilà côte à côte des éléments bruts de sillage mais mouillés d'un petit granit classique, d'un petit granit de type Bock avec les fossiles plus dispersés et le fond plus noir, et d'un calcaire de Meuse qui est ici en l'occurrence le calcaire exploité par la région wallonne à Gorre.
Donc le concept, c'est qu'un maître d'ouvrage peut choisir son matériau, que l'auteur de projet va le répercuter dans son cahier de charge, et que ce cahier de charge doit définir au moins 3 choses: la nature, donc la composition, la nature, le type de pierre que l'on veut avoir, les performances, donc les résistances, toutes sortes de performances au gel, à l'usure et autres, et aussi les caractères esthétiques, qu'on a parfois tendance à oublier un peu. Alors il existe un tas de documents de référence, dont ceux qui sont publiés régulièrement par le CSTC, le Centre scientifique et technique de la construction, dont les fameuses NIT, notes d'information technique. Et sur le petit granit, il y en a une flopée, c'est sans doute une des matières sur lesquelles il y a eu le plus de notes. J'ai oublié de marquer les années, mais donc depuis l'Antiquité, depuis la création du CSTC, il y a plus de 50 ans, jusqu'à nos jours, il y a eu toute une série de notes de plus en plus détaillées. Et il y a des notes générales sur les pierres, dont la 205 était une édition papier des années 90, et de nos jours une note virtuelle qui est la seule note du CSTC que je sache ne pas être publiée sous forme de papier parce qu'elle est évolutive, qui est la 228 et qui est consacrée à toutes les pierres naturelles. Voilà simplement la page de garde et la table des matières de la note consacrée au petit granit. Vous voyez qu'elle est très spécifique et elle est très détaillée, allant de l'origine jusqu'aux particularités, en passant par toutes les performances et caractéristiques. Par ailleurs, beaucoup de gisements de petits granit et de pierres bleues sont couverts par un agrément technique. Un agrément technique qui est délivré par l'Union belge pour l'agrément technique de la construction. C'est un exemple de la première page et de l'avant-dernière de la façon dont ça se présente. Il y a une description très détaillée et il y a une stampe, comme on dit en géologie, donc un repérage de tous les bancs qui sont exploités et qui sont couverts par l'agrément. L'agrément est en fait une procédure de contrôle qui vous donne les performances et les caractéristiques de la matière. Donc c'est assez particulier, cet agrément technique concerne ici une matière et non pas un produit, comme c'est souvent le cas. Et par ailleurs, il y a un suivi, une certification, avec des contrôles réguliers qui montrent que cette qualité est constante. Et donc, on peut, à ce moment-là, se passer de certains contrôles, notamment de contrôles de performance mécanique. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la pierre bleue est une des premières matières à avoir été couverte par une appellation d'origine locale, en même temps que la dentelle de Binche en 1999. C'était une autre époque, au siècle passé. Et donc, nous avons bénéficié d'une appellation d'origine locale, comme le jambon d'Ardenne, comme le beurre, comme toutes sortes d'autres choses, qui n'a jamais été très utilisée, mais qui est en fait un outil de sensibilisation du grand public. C'est indiqué au-dessus. Dans la même veine, Pierre Aymar a déposé en 2016 une marque collective qui s'appelle Pierre Locale et qui insiste sur le caractère de circuit court et de proximité de la matière, donc de l'extraction, et également de sa transformation. Il existe d'autres marques ou d'autres logos, dont le logo Pierre Naturelle qui est fait pour distinguer les matériaux naturels de ceux qui ne le sont pas, faut-il le dire, et qui est géré en fait au niveau global par Eurorock, une grande fédération européenne, et en Belgique par l'Union des carrières et séries de marbre. Il y a un beau site qui s'appelle lapierrenaturelle.be qui permet de voir les détails de cette chose. Par ailleurs, la Fédération des carrières de pierre bleue œuvre beaucoup pour la promotion et pour la protection de ce matériau, et évidemment Objectif Bluestone qui nous accueille aujourd'hui, qui depuis quelques années travaille avec intensité là-dessus. Pour presque terminer, il faut rappeler que le petit granit est une des rares pierres au monde à bénéficier d'une appellation très prestigieuse, quoique peu médiatisée encore, qui est en fait une appellation qui a été mise en place par l'Union internationale des géologues, des sciences géologiques, qui est liée en fait pour ce programme et projet à l'UNESCO. Et donc le GHSR a pour intention de distinguer les matériaux de l'humanité. Donc c'est évidemment au départ anglophone. Et donc parmi les premières pierres qui ont bénéficié de cette appellation prestigieuse, on notera la pierre de Portland et d'autres. Et en Belgique, en fait, il y a un dossier qui est passé, qui a été approuvé en 2017, le petit granit. Il y en a un qui est en instruction, ce sont les marbres noirs, et il y en a un qui est en gestation. Mais ce genre de dossier demande une gestation de plusieurs années. Comme disait ma grand-mère, c'est mieux que les éléphants. Et donc les marbres noirs paraîtront peut-être l'an prochain, et les marbres rouges en 2025, si tout va bien. Donc le petit granit est d'ores et déjà une pierre de l'humanité. Donc, pour faire la transition, quelques bornes bouchardées, et ensuite l'aspect
je dirais, polémique. Alors, ce n'est pas de moi, et ce n'est pas de nous, ce sont nos amis bretons qui ont fait faire par Uderzo un petit schéma un peu, guerrier, à l'époque où, je pense que c'était pour le tram, si je ne me trompe, de Brest, ils sont parvenus à faire passer des matériaux bretons plutôt que des matériaux asiatiques. Alors, c'est un long discours, hein. C'est en fait un monsieur qui était un archéosocialiste, Georges Hubin, qui était tailleur de pierre et maître carrier. C'est assez amusant parce qu'en fait, il avait créé une société coopérative dans la vallée du Hoyou, à hauteur de Modave, et pour des raisons philosophiques et autres, il était très lié à Victor Horta. Et donc, quand Horta a fait de très grands projets, dont par exemple l'hôtel au Bec, il ne s'est pas adressé aux grandes carrières, mais à ces sociétés coopératives, qui n'a pas vécu très longtemps. Et il était en même temps politicien, et il s'est exprimé à de nombreuses reprises sur le problème de l'utilisation des matériaux étrangers. Et donc, je peux vous fournir la référence, vous verrez qu'il dit en 2 mots que c'est quand même bizarre qu'en Belgique on a tellement de choses, on aille souvent chercher ailleurs. Et ce qui est amusant, c'est qu'il dit en 1908, on nous objecte de graves raisons d'ordre international. Ça, c'est en fait la pression de l'Europe qui était déjà cryptée à l'époque. Et donc, il y a une notion fondamentale dans ces choses-là qui est une notion d'équivalence et de variance, mais qui est une notion qui n'a pas été approfondie nécessairement comme il le faut. On parlera dans les cahiers de charges de produits équivalents, ça veut dire évidemment également performants, puisqu'on doit avoir des caractères mécaniques, des caractères techniques qui sont comparables pour l'usage qui est le même. Mais aussi on doit avoir une nature et des caractères esthétiques qui sont comparables. Et quelque part, il y a aussi une question de qualité qui repose sur la sélection et sur le contrôle, qui devrait être de même exigence. C'est pour distinguer l'équivalence de la variance, parce que la variance, on ne garde que le côté performant, puisque l'usage reste le même, mais on peut changer la matière. Et donc il y a eu une note, qui est ce qu'on appelle une STS, ce sont des documents antiques, c'est une spécification technique, technis specifica, si vous savez que c'est l'habitude en Belgique, hein, de faire des connotations qui soient francophones, néerlandophones ou vice-versa. La 100.2, qui n'a connu qu'une édition expérimentale et qui voulait en fait démontrer sur une 50aine de pages cette notion d'équivalence. Le document a été abrogé et donc à ma connaissance il n'existe pas beaucoup de documents, mais peut-être que Frédéric nous en parlera tout à l'heure, sur cette notion d'équivalence. Donc je vois ses faux sourcils froncés, donc à mon avis elle n'a pas l'intention de nous en parler. Pour la description de la nature géologique, il existe un document de référence qui est édité par COPRO, qui est un organisme de contrôle qui agit essentiellement au niveau de la voirie. Alors COPRO fait des PTV, hein, chacun fait les siens, donc c'est prescription technique. Technische voorschrijving, Nederlands is het beetje eenvoudig, 844. Il y a la 841, 42, 43, 44, 45 qui concerne les pierres, la 44 concerne la classification des pierres. C'est Arnaud qui m'a demandé d'aller vite, hein, donc si vous trouvez que le débit est un peu trop rapide, vous m'arrêtez. Dans cette note PTV, il y a des grands tableaux géologiques, un peu simplifiés, mais malgré tout qui restent géologiques, avec la classification des roches. Alors, je ne sais pas si vous allez lire de loin, donc on est dans les roches sédimentaires, qui sont carbonatées. Dans les roches sédimentaires carbonatées, on a un niveau qui est le calcaire. Dans le calcaire, on a un niveau qui est un niveau de texture qui est fossilifère. Et on a un niveau de composition qui est acrinoïde. Ça va ? Bon, c'est au lance-pierre, mais bon. Donc, ça veut dire qu'en amont, vous voulez mettre une pierre, supposée naturelle, et ensuite, vous optez pour une pierre sédimentaire, et vous allez de plus en plus loin. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 degrés de précision. Et vous pouvez vous arrêter où vous voulez. Quand je dis vous, c'est vous en tant qu'auteur de projet ou maître d'ouvrage. Et vous pouvez dire, je veux une matière. Ça, c'est 0, moins 1. Une pierre naturelle, ça c'est 0. Une pierre naturelle sédimentaire, ça c'est plus 1, et ainsi de suite. Et évidemment, plus précis vous allez être dans votre prescription, plus de chances vous avez d'avoir le matériau que vous souhaitez et que vous rêvez. Et donc ici, en l'occurrence, on a affaire à une roche sédimentaire carbonatée calcaire fossile acrinoïde. Voilà, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure un calcaire crinoïdique, pour faire court. Et dans le même document, vous avez des exemples. Donc,
je ne vous ai pas montré, mais vous avez retenu que chaque niveau de précision est marqué par une lettre ou par un chiffre. Et donc, dans la case qui nous intéresse, calcaire acrinoïde, on a rassemblé des matériaux hétéroclites que je vous laisse découvrir. Il y a une petite erreur, c'est Pouillonnais, c'est pas Pouillonnais. Et donc, ces deux roches françaises, Villeroy et Pouillonnais, sont des roches acrinoïdes, mais qui n'ont absolument rien à voir avec nos matières à nous. C'est ce qu'on appellerait chez nous traditionnellement des pierres blanches. Ce qui vous montre que le fait d'être dans une même case n'est pas nécessairement un critère d'équivalence. Alors, très rapidement, quelques matériaux qui se sont présentés comme équivalents au fil du temps. Le Shandong, si vous ne connaissez pas, c'est au nord-est de la Chine, mais la Chine, faut-il le préciser, elle est grande. Il y a un grand port qui s'appelle Tsingtao. Il y a des problèmes de translittération, et mon chinois est encore pire que mon néerlandais. Et donc Tsingtao, qui s'écrit de toutes sortes de façons, c'est notamment un endroit de production de bière. C'est un peu tôt pour ce genre de choses, mais c'est sans publicité. Et donc, dans les brumes du Shandong, vous devinez en fait des montagnes, hein, peut-être que vous le voyez là. Ce que j'ai essayé de flécher, mais qui est à peine perceptible, c'est que au pied de ces montagnes, il y a des grandes activités chauffournières et cimentières. Alors quand on regarde un peu plus près, il y a des villages dans la plaine au milieu des rizières, et quand on regarde encore un peu plus près, on voit que ces villages sont notamment des ateliers. Ce sont des photos qui ont été prises lors d'une visite historique en 2003. Bon, il y a des choses amusantes comme d'anciens fours à chausse, c'est de l'archéologie industrielle. Et en 2003, donc, on voyait ce genre de paysage du Shandong. On est à peu près à la même latitude que Rome ou que Naples, mais en Chine, les climats sont fort différents, et donc on est dans un climat qui est franchement plus chaud. Un paysage intéressant, et donc vous avez, à flanc de coteau, une foule de carrières. Bon, c'était en 2003, ça paraît un peu archaïque, voilà en fait le genre d'extraction qu'on a pu voir. Ça a sans doute évolué depuis. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il y avait des connotations qui étaient mi-chinoises, mi-européennes, et en fait c'est parce qu'à l'époque, en 2003, c'est daté là, il y a eu un essai d'agrément technique, on peut en parler plus longuement après, pour agrémenter ces pierres-là. La pierre en tant que telle présente une texture très spéciale. C'est des espèces de petites billes qui sont assemblées en lentilles. Et elle présente un aspect fort différent suivant qu'on la coupe dans le sens du lit, c'est ce qu'on appelle la passe, ici, ou qu'on la coupe perpendiculairement au lit, à contrepasse. Et donc, vu de plus près, vous devinez bien cette présence de petites billes qu'on appelle des zoolites. C'est des espèces de petites billes millimétriques qui sont très caractéristiques d'un type très particulier de calcaire. Alors pour l'anecdote, ça sert à faire des tas de choses comme des boîtes aux lettres, des fontaines, quasiment tout ce que vous voyez dans les jardineries et dans les magasins de bricolage vient de là. Alors pour l'anecdote aussi, il y a des fabriques de fausses auges du Condro. Donc si vous allez chez un brocanteur qui vous dit j'ai une belle auge du Condro, on en fait en série par des milliers. Et ça c'est l'atelier de vieillissement où on les stocke en fait dans du purin et dans de la paille pour leur faire acquérir très rapidement une patine centenaire. Alors tant qu'à faire, si vous allez chez un antiquaire cette fois-ci, faites attention parce qu'il y a des usines de sculpture où il y a des centaines de sculpteurs qui sculptent et qui font toutes sortes de choses. Une cheminée Louis XV à la parisienne, pas de problème. Une cheminée Louis XVI ou géorgienne à l'anglaise, pas de problème. Vous avez envie d'avoir un bernin dans votre jardin, pas de problème. Et vous choisissez la grandeur, et donc simplement de ceci qui est un très beau bernin qui est chez les Borghese, donc je ne pense pas qu'il soit à vendre, à Rome, ben vous avez sur le marché, sur le magasin, deux versions différentes. Donc méfiez-vous quand vous allez chez un antiquaire qui vous dit qu'il a une sculpture un peu naïve mais intéressante et ancienne. Alors revenons à nos propos, un atelier de taille dans les campagnes du Shandong, et des choses qui ressemblent vaguement à ce qu'on ferait chez nous, c'est-à-dire notamment des bordures avec boutons-boutonnières, bon, si ce n'est que ce n'est pas vraiment très ciselé, ceci. Et alors, dans un coin, un drôle d'objet qui est une borne de type meuse namuroise, dans les brumes du Shandong. On se demande bien ce que ça fait là, mais on va le savoir très rapidement. Atelier de bouchardage, c'est en Chine quelque chose qui est assez spécifiquement féminin. Et voilà le résultat, bouchardé à la main. Et en fait, ces matériaux qu'on a vus dans le Shandong en 2003, on les retrouve en bord de Meuse. Et donc voilà un chantier qui remonte à une quinzaine d'années déjà. L'aménagement très intéressant du Ravel de Profondeville avec des centaines, enfin en tout cas des dizaines de bornes et des tas de dalles. Le tout en pierre du Shandong. Bon, avec une finition qui était supposée être ciselée, qui ne ressemble en rien à une ciselure. C'est amusant, ça ressemble un peu aux cheveux d'Apollon tout à l'heure dans la copie du Bernin.
Bon, les détails de ce qui seraient les ciselures. Le bouchardage a fait sauter, c'est normal, les défauts. Et il y a des dalles qui portent des inscriptions de philosophes. Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence. Elie Wiesel. C'est intéressant. Je ne sais pas comment les Chinois ont pu transcrire ça, mais enfin bon, il y a toutes sortes de citations intéressantes comme ça, mais la citation sur l'histoire me semblait intéressante dans notre contexte. Alors, toujours en chinois, à Bruxelles, mais il y en a des centaines, enfin en tout cas des dizaines, près de Saint-Servais-à-Scarbeck, des misères de la guerre, où on voit en fait que cette matière est souvent dolomitique. Et que donc la dolomitisation vous donne cette teinte beige, que de temps en temps il y a des trous, c'est pas grave, on les colmate avec des mastiques, que de temps en temps il y a des changements de couleur, bon, c'est esthétique, que de temps en temps il y a des coins cassés, on les repasse avec un peu de ragréage, on met des morceaux, de temps en temps on a des traces de forage sur les blocs, gestion parcimonieuse de la matière, soit on les laisse ouverts, pardon, c'est à nouveau la même chose, soit on les laisse ouverts, soit on les colmate avec du mastic. Et voilà ce que ça donne. On a des éléments qui sont à passe, à contre-passe, en oblique, de travers, dans tous les sens. Autre type de production, autre type d'environnement, le village très touristique de Hoa, sur les hauteurs de Marche, où on a en fait aménagé le centre du village en Chine, Vietnam et Inde. Chine et Inde, c'est essentiellement les pavés, on n'en parle pas aujourd'hui. Et les pierres supposées bleues sont de Vietnam. Alors c'est juste pour vous montrer la variabilité d'aspect. Pierres étranges, même pour les géologues. De temps en temps, ce sont des pierres en fait qui sont métamorphisées. De temps en temps, il y a des fantômes de crinoïdes. Vous connaissez une section transverse et longitudinale. Donc c'est une pierre fantomatiquement crinoïdique. Et des changements de couleur, voire des problèmes techniques très importants. Voilà, bon, le genre de choses qu'on peut obtenir. Juste pour l'anecdote, le bourgmestre du lieu a dit que ce changement de couleur, il trouvait ça plutôt sympathique. Même matériaux utilisés à Bruxelles, et là avec des problèmes plus graves. On est derrière Sainte-Catherine, près de la Tour Noire. Il y a aussi des fantômes de crinoïdes, quand on cherche, on trouve. Et là, il y a eu des pathologies qui se sont développées très rapidement. Alors ça, c'est pas une pathologie, ça c'est le laboratoire de la Polytech de Mons qui a procédé de façon un peu visible à un échantillonnage pour voir ce qu'il en était, et les causes seraient tectoniques. On peut en parler plus tard si vous voulez. Alors, toujours est-il que les bordures ont éclaté et ont été remplacées au bout de quelques années par des bordures de chez nous. Alors, pour presque terminer, un cas un peu atypique, devant la gare centrale, le carrefour de l'Europe, a été brièvement couvert par un drôle de mélange des produits qui comportent en fait un socle asiatique, une couche de colle blanche et une couche de petit granit. Ce qui est assez amusant, c'est qu'il y avait des produits de 5 et de 8 d'épaisseur, et que dans un cas c'était un socle vietnamien, dans l'autre cas c'était un socle chinois, ce qui laissait supposer des flux difficiles à gérer de matière. Pour des raisons que je dirais politiques, ça a été arraché au bout de peu de temps. On a toujours mis pierre et marbre dans l'affaire. Pierre et marbre n'a absolument rien à voir avec l'arrachage de ces choses, et donc le dallage a été remplacé par un dallage intégral en pierre de chez nous. Alors pour terminer, un chantier beaucoup plus récent, de Nez, en plein cœur de la Molinier, lieu de production tout à fait traditionnel, où on a fait un bel aménagement, un bureau de Louvain-la-Neuve réputé pour ce genre de choses, supposé être en pierre bleue, et tout d'un coup on a vu apparaître une pierre qui n'était pas bleue. Avec des choses intéressantes, notamment un cheminement sur les métiers de la pierre, et en fait on s'est rendu compte que la pierre en question, elle s'appelait Polar Rock. Inconnue au bataillon. On a fini par découvrir que malgré le nom, c'était une pierre espagnole, et c'est en fait un grès calcaire ou un calcaire gréseux, qui n'a vraiment, résolument, absolument rien à voir avec le matériau. Juste pour l'anecdote, c'est le même entrepreneur général que celui qui a fait le Ravel de Profondeville de tout à l'heure. Et donc cette pierre inconnue au bataillon, qui vient des montagnes d'Espagne, présente des pathologies, ou en tout cas des particularités un peu spéciales, mais qu'on ne connaît pas. Et donc on a notamment ces veines, qui sont ici des veines de quartz, ouvertes. Sont-ce des défauts, sont-ce des particularités esthétiques, on ne sait pas. Tout ça pour vous dire qu'en fait, ces matières, on peut largement en discuter, et on aura, je suppose, un temps de questions-réponses. Ces matières sont surtout mal connues et inconnues dans nos climats. Et donc pour ça, on a développé, au niveau de Pierre et Marbre, une campagne de sensibilisation, vous connaissez, qui passe par toutes sortes de formes et qui incite à consommer local.
Et le propos n'est pas nouveau, ceci est tiré d'une publicité des carrières du Hainaut des années 1930. Merci pour votre attention, j'espère ne pas avoir été trop long.